Bonjour et bienvenue sur l'Écho des Museaux, le podcast qui donne de la voix pour le monde animal. Je suis Marine, une passionnée d'animaux depuis toujours. J'ai avant tout imaginé ce podcast afin de mettre en lumière celles et ceux qui se dévouent dans l'ombre pour les animaux au sein de la vie associative. À travers l'Écho des Museaux, je souhaite valoriser leur engagement et offrir de la visibilité à leurs actions. Qu'elles soient mobilisées pour la prise en charge des animaux abandonnés, la lutte contre la maltraitance, la protection de la faune sauvage ou une meilleure inclusion des animaux dans la société, chaque association sera la bienvenue parce qu'il suffit d'une personne pour changer positivement la vie d'un animal. Les professionnels qui soutiennent la cause animale dans leur activité auront également la parole. Sur ce podcast, retrouvez aussi informations et conseils afin d'améliorer nos relations avec les animaux et optimiser leur bien-être. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour dans le joli pays des Pierres Dorées, au cœur du Beaujolais, pour un épisode qui devrait ravir tous les amoureux des chiens, et je sais que vous êtes nombreux. Pour contextualiser rapidement, en début d'année, je suis tombée sur un article de la presse locale qui parlait de Suzy, mon invitée du jour, et de Well Dog, son entreprise et activité d'éducatrice et comportementaliste canine. Cet article qui mentionnait aussi Doug, son fidèle compagnon, un croisé berger labrador tout marron, trop chou, m'a donné envie de rencontrer Suzy et de l'inviter sur un épisode pour parler bien-être du chien. Un épisode donc que l'on a enregistré chez elle, à Ville-sur-Jarniou, tout près de Villefranche-sur-Saône, ou plutôt chez sa minette Poupa, parce qu'évidemment tout le monde sait que l'on vit chez son chat et non l'inverse, avec un Doug posé, attentif, mais qui participera de temps en temps, vous allez l'entendre. Après tout, j'ai envie de dire que c'est aussi son épisode. J'ai adoré enregistrer avec Suzy et Doug, mais franchement, comme avec tous mes invités depuis le début, j'ai vraiment beaucoup de chance. Cet épisode a du chien dans tous les sens du terme, puisqu'on va y parler bien-être et besoins fondamentaux du chien, accompagnement, transmission, santé, émotion et tout simplement respect de l'autre, toutes ces valeurs chères au cœur de Suzy qui accompagne sa clientèle avec des méthodes d'éducation bienveillantes, ce qu'elle va développer tout au long de l'épisode. Moi, c'est Suzy Séguigne, j'ai 30 ans, j'ai toujours été dans le Beaujolais. Je suis éducatrice et comportementaliste canine depuis 2 ans et demi. J'ai ouvert ma boîte en 2023. Pour devenir éduc, ça a été en fait un déclic en revenant de voyage. On a voyagé pendant 13 mois avec mon chéri en camion dans l'Europe. Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu être avec les animaux, etc. Sauf que moi et la scolarité, ça faisait un peu 40. Veto, j'ai facilement mis de côté. J'avais des rêves de partir en Afrique dans des réserves naturelles, aller aider des animaux, etc. Sauf que le parcours de vie a fait que je me suis toujours retrouvée dans le coin. Et en rentrant de ce voyage, j'ai fait mais en fait je veux plus travailler chez mon père qui a une société de nettoyage où j'étais bien mais j'avais du mal. Je veux pas être derrière un ordi, je veux vraiment aller au contact des animaux. À un moment, voilà, j'avais 27 ans à l'époque et j'ai une amie qui a fait ce parcours-là. En rentrant de voyage, elle m'en a parlé. J'ai fait, ouais, moi aussi, je veux faire ce BP éducateur canin. C'est une formation pour adultes à Sibins, donc à côté, à 20 minutes dans l'Ain. J'ai dit, mais oui, c'est ça, je veux devenir éducateur. Au début, comme tout le monde, c'est parce que j'adore les chiens et franchement, je veux être avec le chien parce que les humains, j'en ai marre. Au final, quand tu fais 8 mois de formation, tu te rends compte que ça va être l'humain avec qui tu vas travailler et c'est quelque chose qui m'allait aussi finalement. En fait, l'humain est très intéressant et je trouve que d'arriver à faire changer en fait des mentalités chez l'humain, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant, c'est de voir comment un humain peut changer ne serait-ce une habitude pour arriver à changer l'émotion et le comportement du chien. Et du coup, cette formation, elle a duré 8 mois avec de la théorie, de la pratique, des stages. C'est l'un des seuls centres où vraiment tous les formateurs sont positifs. Et c'est assez rare de ce que j'ai cru comprendre, peut-être que les auditeurs me diront autre chose, mais c'est assez rare d'avoir vraiment toutes les personnes qui sont là-dedans. Donc on a toujours tout appris par l'émotion, par les associations, par comment apprend le chien réellement. Et du coup, ça nous a formés, plus les stages à côté où moi j'ai fait qu'avec des éducateurs positifs. Et notamment c'était une expérience de malade. J'ai fait un stage en fait dans la vallée d'Azergues avec, elle s'appelle Florence Morage. Elle était éducateur chien guide d'aveugles. Elle faisait de la pension, elle faisait de la médiation animale, c'est-à-dire qu'elle avait ses animaux, NAC, chiens et chats. On allait dans des centres de personnes âgées, de personnes handicapées, avec les animaux et voir en fait cette transmission de l'animal thérapeute. Voir le bonheur qu'il y avait dans les yeux de toutes ces personnes, c'était magnifique. Il y avait une expérience, à un moment, c'était un monsieur d'un handicap mental qui prenait le chien et en fait, il le serrait, il était par terre, il pleurait du moment qu'il arrivait. Donc, toutes les semaines qu'on venait, j'ai fait 2 semaines avec elle. Sur les 2 semaines, à chaque fois, il se mettait allongé, on allongeait le chien à côté, il le prenait dans le bras et il pleurait.
Parce qu'il disait: «Bah, en fait, j'ai eu un chien quand j'étais petit, ça me rappelle ça» et c'était magnifique. Et ensuite, elle faisait éducateur chien guide d'aveugle et on est allé à Lyon. Elle m'a montré comment elle éduquait les chiens, comment elle les travaillait. Tous ces stages, cette formation, elle a apporté un savoir-être, un savoir de connaissances et cetera, mais hyper, hyper généreuse et hyper importante. Ce qui fait que oui, je suis assez fière de dire qu'à la fin de ça, je ressors diplômée d'État grâce à des formateurs qui ont été géniaux et avec une passion, en fait, pour le chien, pour tout ce qui est du bien-être animal. Parce que, en fait, quand tu travailles en positif, bah, c'est le chien qui prône et pas le comportement, pas le fait qu'il s'assoie. Ce qu'il va prôner, c'est savoir s'il est bien, s'il n'est pas dans une anxiété, s'il n'est pas dans une excitation qui est mauvaise, s'il n'est pas dans une frustration. On va venir voir par les émotions. Et du coup, ouais, diplômée d'État après tout ça en 2022. Je sors avec un panel d'outils, tout un panel de compréhension. Même si je vais encore apprendre à observer le chien, je vais toujours apprendre. Je me forme encore parce que, en fait, c'est un univers énorme, quoi. Tu travailles où en fait? C'est chez les gens? Oui, Ouais, alors OK. en fait, le premier contact qui se passe avec mes clients, ça s'appelle le bilan comportemental, c'est 1 h 30 et je vais à domicile parce que pour moi, il est important de voir où vit l'animal et avec qui et comment et notamment, bah, là, il dort là, mais si je suis pas chez la personne, je vois pas le panier, je vois pas où il est placé et du coup, des fois ça va m'aider. Bah, il sort ici, on va faire une balade par là et j'aime bien parce que même après mes cours, ils vont se passer en extérieur et des fois reprendre la balade du chien, être un peu dans son domaine de sécurité et puis vu que c'est du quotidien, bah, voir aussi lui où il va. Et pendant 1 h 30, en fait, je refais tout l'historique du chien à maintenant. Comment vous l'avez récupéré? Pourquoi ce chien? Nanani nanana, jusqu'à en découler les problématiques, le qu'est-ce que vous attendez de moi? Et de ça, on découle tout mon programme. Je fais de la garde aussi à côté, donc j'ai des chiens à l'année que je promène. Moi, j'en ai 5 maintenant. Toute la semaine, une fois par semaine, je vais les promener pendant 1 heure. Ça, c'est une responsabilité aussi. C'est bah, quand tu sais que tu pars de 8 h à 18 h, bah, il y en a qui existent, comme moi, comme d'autres, des pet-sitters, des gardes de chiens ou des pensions, pour du coup occuper le chien sur cette journée, éviter qu'il s'ennuie, éviter la solitude, l'anxiété, éviter la destruction à la maison. Et ne serait-ce des fois, juste en mettant ça en place, bah, il n'y a plus de destruction. Est-ce que tu te sens d'expliquer un peu ce que c'est que l'éducation positive en fait? Moi, je dis plutôt bienveillante, parce que positif, j'ai l'impression d'être un peu l'école Montessori. Clairement, c'est l'émotion du chien. Et toute une méthode d'apprentissage, c'est qu'en fait, on va apprendre par association, positive, négative, par motivation, intrinsèque, c'est-à-dire propre à son espèce, extrinsèque, c'est une autre espèce qui lui apporte quelque chose. C'est des motivations qui sont hyper intéressantes à savoir pour éduquer un chien, pour comprendre pourquoi il fait ça. Un chien qui va courir derrière le lièvre, le chat, etc., c'est de la prédation. C'est une motivation qui est en lui, c'est de son espèce. C'est pas nous, humains, qui lui avons appris la prédation, à chasser ou à courir derrière une proie, c'est d'eux-mêmes. Le labrador, c'est un chien qui devait nager pour aller récupérer les gibiers qui étaient morts dans l'eau. Et du coup, ils ont une faculté à nager. Ils ont les doigts palmés. Ils ont une autre faculté, c'est prendre les proies, les objets sans les trouer, parce que le but, c'était d'aller juste chercher la proie. Du coup, c'est des chiens, naturellement, qui adorent aller se baigner. Quand t'es en extérieur et qu'il y a de l'eau, il y a une flaque. Moi, je pourrais jamais dire à Doug, bah non, vas-y pas. C'est un besoin pour lui, bah, je vais le combler, je vais dire oui, bah, c'est bon, au pire, je vais t'essuyer. Si j'ai pris un chien, c'est pas pour avoir une maison nickel, avoir une voiture nickel, c'est aussi ça. Et du coup, ensuite, t'as les motivations extrinsèques donc de nous. Typiquement, bah, il a faim, il va venir me voir parce qu'il veut sa nourriture du soir. Sa motivation, elle est extrinsèque, c'est moi qui vais le motiver. Faire un assis, un coucher, un pas bouger, c'est des motivations extrinsèques parce qu'il sait qu'il va avoir une friandise, il sait qu'il va avoir une récompense derrière, mais de la part de l'humain. Et en fait, typiquement, un apprentissage positif, on va prendre le basique de chez basique, il s'assoit, il a une friandise, bah, il va refaire le assis parce qu'il sait qu'il va avoir une récompense. Une association négative, des fois ça s'ancre et c'est un peu plus pénible. Typiquement, il passe la porte, il se fait écraser la queue par la porte, bah, il l'a associé négativement et peut-être qu'il ne voudra plus jamais passer la porte. Parce qu'il y a eu une douleur, parce qu'il n'a pas compris. Ils ne sont pas humains, ça on le sait. Du coup, il y a plein de choses. Des fois, on se dit, bah, ça va, c'est que la porte, etc. Mais lui, dans sa tête, ça a été une douleur et du coup, il a associé ce passage de porte. Et du coup, derrière, pour venir travailler ce problème de comportement, parce qu'il y a des chiens, ils ont typiquement, bah ouais, je veux plus passer, tout ce qui est encadrement de porte. Mais ça veut dire que même s'il n'y a pas de porte, il y a un truc, bah là, je vais pas passer. Parce qu'il y a un pont, il y a quelque chose. Et du coup, grâce au fait d'apprendre en association positive, donc on va venir récompenser. Après, on va pas parler que de friandises. Ça peut être un jouet, ça peut être une caresse, ça peut être un tour qu'il aime bien, ça peut être juste vocal. On va venir récompenser le bon comportement, donc la bonne émotion, pour qu'il soit refait.
C'est un peu comme l'éducation d'un enfant. Je compare vachement l'éducation humaine avec l'éducation du chien. Ne serait-ce, j'ai des nièces et j'en parlais avec ma sœur, on voit qu'il y a quand même des similitudes. Parce que c'est toujours de l'accompagnement et toujours savoir pourquoi tu fais ça. Et du coup, si tu as toujours peur de la porte, et ben un jour, on va se mettre devant, je vais te montrer que la porte, c'est cool, tu vas faire un premier pas, ok, super, puis on va rester là. La prochaine fois, on fera un peu plus. Toujours regarder où en est ton chien. Si tu commences à le forcer, et ben le problème, c'est qu'il peut rentrer en inhibition. Et l'inhibition, ça veut dire, hop, je cache toutes mes émotions, je me renferme, et puis en fait, à un moment, peut-être que je vais exploser, peut-être que là, ça va être du conflit, là, ça va être une phobie, et plus jamais, peut-être qu'il va se mettre à trembler, peut-être qu'il va se mettre à halter. Tout son corps, en fait, il va montrer qu'il est pas bien. Cette éducation positive, grâce à ces associations négatives, positives, on arrive en fait, à modeler certains comportements, à voir pourquoi notre chien il fait ça, à le comprendre, à l'accompagner. Et je trouve que c'est le plus beau, en fait, pour vivre tous ensemble. Si tu comprends pas ton chien, si tu sais pas le lire, si tu sais pas que là, ton chien, il est pas bien, et là, ton chien, il est bien, et ben c'est bien de se faire accompagner pour voir. Et du coup, des fois, on en apprend, mais plein. Typiquement, quand t'es arrivé, Doug, il a une frustration qui est assez forte, une excitation, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à la maison. Depuis tout à l'heure, il est en train de décharger son émotion parce que si je lui donne pas de choses, il est tout le temps à côté de toi, il va quémander, il va pas savoir quoi faire, il va geindre, il va pas savoir gérer cette émotion-là. Et du coup, bah moi, je vais l'aider. Je sais qu'à ces moments-là, c'est un peu dur quand il y a du monde. Bah, va sur ta place où c'est ta safe place, ta zone de sécurité. Je te donne quelque chose pour te décharger. À tout moment, il va peut-être venir se coucher à côté de nous. Et pour le moment, vas-y, décharge ce trop-plein. Et c'est tout ça qui fait qu'on est dans l'éducation positive. Au début, j'étais pas très partante pour avoir un nom anglais. Et en fait, ça m'est venu parce que le côté bien joué, well done, bien joué, c'est bien ce que tu fais, ça a un côté un peu bien-être, etc. Et du coup, le chien dog et well dog est un peu apparu comme ça. Donc, c'est moi qui ai créé mon logo, autour du rose, du blanc, du rouge bordeaux, pour montrer en fait déjà le côté bienveillant, un truc doux. De vivre avec un animal, c'est ça, c'est d'écouter les émotions, écouter son bien-être et voir comment il est bien dans ses pattes. Vraiment, toutes ces valeurs-là, que les gens en prennent conscience que d'avoir un chien, c'est une responsabilité, mais énorme. On ne peut pas le prendre sur un coup de tête. Au quotidien, c'est une responsabilité. Il peut être malade, il peut avoir des problèmes physiques, il peut avoir des problèmes mentaux. Enfin, c'est une responsabilité, c'est un être vivant que tu prends à charge. C'est tous les jours, ça te demande des efforts à toi aussi, parce que pour combler des besoins d'un chien, tu es obligé d'aller le balader au minimum 30 minutes par jour, voire 1 heure. Tu es obligé d'être présent assez souvent dans la maison, tu peux pas le laisser seul. Pour partir, c'est comme si c'est comme ça, tu as aménagé ta maison. C'est quand même tout un truc qu'il faut pas prendre à la légère. Et c'est vraiment là-dessus que je veux tendre. Et en fait, si tu viens travailler avec moi, ne t'attends pas à que je t'apprenne du assis pas bouger. Je t'en l'apprendrai si tu as envie. Mais moi, c'est pas ça qui va m'intéresser, c'est ta relation avec lui, c'est la confiance que tu as en lui et que lui, il a en toi. J'ai un client l'autre jour, il fait un bilan et à la fin, je dis bon, alors quelles sont les problématiques, vos attentes envers moi, etc. Il me dit, moi, je veux juste tout faire avec mon chien, je veux pas que ça soit une contrainte. Je veux qu'il soit membre de ma famille, que j'emmène de partout et qu'il soit toujours bien. C'est une petite qui a 3 mois, c'est une labrador. Je lui ai dit, c'est parfait, c'est tout ce que j'adore. On va lui apprendre toutes les bases, on va lui montrer tout ce qui se passe et tu verras que ta chienne, tu peux l'emmener de partout. Bien entendu, il y aura des moments où elle aura peur de choses, etc. Mais c'est à toi aussi, derrière, de te dire, là, je réadapte mes attentes envers mon chien. Et du coup, Well Dog, c'est vraiment ça. Donc, pour le moment, je suis dans l'éducation, la garde de chien. Mais je suis en train de monter toute une prestation sur l'accompagnement du chien senior aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on les a bébés, mais on les a aussi vieux. Et des fois, c'est plus douloureux. Beaucoup de questions sans réponse, parce que souvent, on est seul quand notre chien commence à vieillir. Aménager sa maison, l'alimentation, comment on fait, est-ce qu'il y a des soins autres à faire, d'ostéopathie, etc. Et ne surtout pas se dire, il est vieux, je peux plus rien faire. Moi, j'ai des chiens de clients, ils ont 8 ans, 7 ans, et c'est trop bien. Parce que je leur donne d'autres solutions, ils me disent, mais il revit, etc. Oui, parce qu'en fait, faut pas arrêter de s'amuser avec ton chien, faut pas s'arrêter de lui apprendre des trucs. Il faut pas arrêter de profiter encore parce que ton chien, il est là, lui, tu es toute sa vie. Jusqu'au bout, il va vouloir te faire plaisir. Et tu as des chiens qui vont être un peu plus fatigués, donc à ce moment-là, faut pas se dire, mince, c'est la fin. Non, je vais lui laisser son temps de repos, je vais peut-être trouver d'autres solutions. Ce projet-là, en fait, il vient de ma tante qui a perdu son chien il y a bientôt 1 an. Et ça a été très douloureux. Elle m'a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup appelé. Et j'ai trouvé, mais en fait, OK, il y a les vétos. Il y a des super bons vétos, ils sont très chouettes, ils sont très à l'écoute.
Mais des fois, d'avoir des tierces personnes qui sont aussi dans le milieu canin, et bah, ça aide parce qu'il y a d'autres visions, il y a d'autres petites choses. Et je lui ai dit, bah ouais, quand elle fait ça, bah, je sais pas, tu peux lui trouver un autre coussin, tu peux lui rapprocher ses gamelles d'eau. Ah ouais, c'est des choses que j'avais pas pensé. Évite qu'elle aille sur le carrelage ou le parquet qui glisse, mets-lui des tapis pour comme ça, elle glissera pas. Ah ouais, et tout, j'avais pas pensé. C'est tout ça. Ils nous embêtent quand ils sont chauds, ils font toute leur destruction, toutes leurs bêtises, etc. Mais on les a aussi vieux et quand ça vieillit, il faut pas oublier que bah, c'est comme si on laisse pas périr un humain quand il vieillit. Il est là, on en prend soin, etc. Et bah, c'est pareil avec les animaux. Il faut leur laisser toujours vivre et encore plus, il faut pas arrêter les balades, enfin, toujours les aménager, mais il faut toujours être présent. Et c'est tout ça, en fait, par Wild Dog, de plus en plus que je veux essayer de transmettre, de proposer, d'être une écoute, d'être présente, d'un accompagnement, en fait, du petit chiot au chien seigneur. Suzy est également attachée à la transmission de la connaissance au jeune public, donc les enfants, qu'elle sensibilise à travers le programme PECRAM, donc ça veut dire Programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. Ce programme a pour objectif d'apprendre aux enfants dès 4 ans à comprendre le langage canin pour mieux interagir avec les chiens, adapter leur comportement et donc éviter les accidents de morsure. C'est quelque chose qui vise le jeune public de 4 ans à 12 ans. Et c'est toute la sensibilisation aux chiens. Et donc, c'est vraiment leur demander comment on caresse un chien, est-ce que tu as peur des chiens, est-ce que tu as un chien à la maison, comment il va, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais avec lui, est-ce que quand il joue, il fait ci, il fait ça. C'est vraiment tout plein d'activités ludiques autour du chien, montrer une photo. Alors, moi, j'ai des peluches. Oh mon doudou. Coucou. Il y a Doug qui fait une interruption. Je sais pas si je le garderai au montage, mais peut-être. C'est la mascotte après tout. Il est gentil. Rossoff. Elle est un peu longue ton interlude là. Tu avais Mon soif, poulet? En fait, c'est hyper intéressant. Alors là, début d'année, j'ai fait une grosse prospection auprès des écoles, une douzaine d'écoles autour de chez moi. On me proposait ce programme parce qu'en fait, c'est sur différentes séances et c'est selon l'âge de l'enfant. Donc les maternelles, on est sur des séances qui sont assez courtes parce que le temps de concentration est court, c'est normal, ils sont petits. En primaire, on est sur des séances un peu plus longues et du coup un peu plus de contenu. On peut aller dans des foyers pour jeunes enfants, on peut aller auprès des enfants un peu plus handicapés, on peut aller en ville, proposer en fait tout ce qui est en rapport avec les jeunes. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que demain, tu es un enfant de 6 ans, tu es dans le parc en train de jouer, tu as un bout de pain dans la main, tu as un chien qui arrive. Bah tu fais quoi? Et c'est ça en fait, je dis tu fais quoi? Bah je cours. Et ben en fait, on va t'apprendre autre chose. Je vais t'apprendre à jeter ton bout de pain, à faire l'arbre ou la pierre, des positions, à ne pas bouger, pas regarder le chien. Le temps que soit le maître le reprend, soit il s'en va. Mais surtout pas courir, surtout pas crier. Parce qu'en fait, le chien, bah, soit ça lui fait peur, il peut devenir agressif, soit ça l'excite et du coup, il te court après, il te pousse, il te chique. Le chien réagit pas comme on pense. Pas parce qu'on crie que le chien va s'en aller. Des fois, c'est totalement l'inverse. Et typiquement, encore une histoire, c'était ma nièce qui s'est fait courser par un chien il y a pas longtemps. Et j'ai dit à ma soeur, elle m'a appelé, j'ai dit, bah, la prochaine fois que je viens la voir, elle va avoir 6 ans, je lui ai dit, bah, je lui en parlerai. Elle est adorable, elle adore Doug. Doug est adorable avec tous les enfants. Mais tous les chiens ne sont pas des Doug. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que l'enfant qui dit, ah, mais moi, c'est bon, j'ai un chien à la maison. Oui, mais en fait, le chien en face de toi, peut-être qu'il avait pas envie que tu le caresses. Et on caresse pas sur la tête, parce que la tête, c'est comme si moi je mets ma main sur ta tête, tu n'aimes pas. C'est trop invasif. Et puis c'est dangereux. Si jamais il n'a pas envie, bah, il peut te chiquer la main. Donc on va venir caresser sur les côtés. Et c'est tout ça, c'est primordial pour moi, à mon avis, d'éduquer les enfants à ça. Parce que les chiens, on en a de plus en plus. On a beaucoup trop d'accidents. L'accident morsure, c'est pas ce qu'on pense. C'est les labradors comme j'ai à la maison qui vont mordre parce que c'est les chiens de famille. On ne fait pas trop attention. On va lui tirer la queue, on va lui sauter dessus, on va l'empêcher de passer. Ils ont qu'une gueule, ils ont pas la voix. Bah, souvent, c'est la morsure. Ils détestent mordre les chiens, faut pas croire que c'est un kiff. Ils sont très traumatisés après une morsure. Ils sont pas bien, ils vont mordre, ils vont s'en rendre compte et après, ils sont vraiment pas bien émotionnels dans le sens, mais c'était trop. Et du coup, ce programme-là, j'ai eu la chance de faire une première expérience avec des enfants. C'est des clients qui m'ont appelé et qui m'ont dit on a un chien. Et ils ont surtout 3 enfants, donc il y avait 8, 10, 12. Ils m'ont dit est-ce que vous pouvez venir pour faire de la prévention auprès des enfants, leur expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire, parce qu'on trouve que d'appeler du coup un professionnel, dans ces cas-là, les enfants, bah, ils écoutent mieux.
Et j'ai passé un moment génial pendant 1 heure et demie avec ces enfants. Ils m'ont posé des questions, je leur ai expliqué des choses. Le chien, il était là, on est sorti, il a fait ses pipis, je leur ai dit pourquoi on félicite. Je leur ai dit pourquoi, s'il vient vers toi, on s'excite pas à monter sur le canapé, on va plutôt s'arrêter, attendre qu'il descende, le féliciter. On va pas le taper, on va pas lui crier dessus. Lui expliquer que si le chien il est fatigué, il faut qu'il aille à sa place se coucher, on va le laisser. Comme toi, quand tu as envie d'aller dans ta chambre et que tu n'as pas envie que tes frères et sœurs y viennent, pareil. Donc les parents qui étaient hyper contents, les enfants qui avaient plein de questions. Et pourquoi il fait ci? Et comment tu sais s'il est triste? Et comment tu sais si là il a pas envie? En plus, par chance, il y avait la petite chienne qui avait 3 mois. Elle est restée à côté de moi tout le long. Et je pense que oui, dans les écoles, notamment quand on est surtout en campagne, on a toujours des chiens de ferme qui sortent de leur jardin, on a toujours des chiens chez des copains. Et du coup, ça serait pour moi hyper intéressant d'éduquer, de faire au moins un petit speech à tous les enfants. En plus de ça, ils rentrent à la maison, ils en parlent aux parents. Les parents disent « Ah oui, c'est vrai, pas bête, etc. » Et du coup, on éduque un peu tout le monde et on met un peu tout le monde responsable de cet être vivant à 4 pattes qui est à la maison. Selon moi, le programme PECRAM ne se contente pas de protéger les enfants et d'apaiser leurs relations avec les chiens, il protège aussi les chiens eux-mêmes, parce qu'en aidant les enfants à mieux comprendre le langage canin, on évite donc les peurs injustifiées, pour ne pas dire les phobies, et les situations d'inconfort et de stress dans la sphère familiale, et quelque part, ça permet aussi de prévenir certains abandons trop précipités, trop hâtifs lorsque le chien devient, à tort, une source d'inquiétude dans la famille après l'arrivée d'un enfant. Puisqu'on parlait juste avant des risques de morsure, au cours des 20 dernières années, 33 décès par morsure de chiens ont été recensés, dont 16 étaient des enfants de moins de 5 ans. On trouve sur internet beaucoup de classements de chiens les plus mordeurs, ou en tout cas des accidents ayant été recensés avec ces chiens-là. On retrouve par exemple dans le top 3, le berger allemand, le labrador et le Jack Russell. Suivent ensuite le bosseron, le border collie, le boxer, le rottweiler, le berger belge, le braque, etc. À noter que le pitbull, souvent diabolisé, arrive plus loin dans la liste, en 9e position, à égalité avec le teckel, mais aussi l'épagneul breton, le cocker ou le husky. Cette donnée est intéressante puisque dans le top 3, on a quand même 3 races de chiens dits de famille, et ça corrobore le fait que la plupart des accidents de morsure ont lieu dans le cadre familial. Pas tous les accidents évidemment, mais beaucoup d'entre eux. Néanmoins, interprétons quand même cette donnée avec prudence parce que déjà, les races dans le top 3, donc je le redis, berger allemand, labrador, Jack Russell, sont des chiens extrêmement populaires et donc très répandus en France. Donc mathématiquement, ils seront plus représentés par les statistiques. Mais restons aussi dans la nuance, parce que ces articles tendent malheureusement à diaboliser les grands chiens, les chiens dits, je mets des guillemets, dangereux. On peut le voir aux photos utilisées sur ces articles, qui représentent souvent des grandes races qui montrent des signes d'agressivité, et ce sont des photos qui visent à entretenir les préjugés envers certaines races. Rappelons donc que chaque chien est unique, quelle que soit sa race, et que son comportement dépendra de son environnement de vie, de son bien-être et de son éducation. On pense toujours que c'est les molosses, etc., parce qu'on a un délit de faciès. Clairement, on pense toujours que ça va être le malinois le méchant, on pense toujours que c'est le American Bully, etc. Et pas du tout. Tous les chiens ont un émotionnel stable à la naissance. Bon, selon les génétiques d'élevage, etc., il y en a qui sont plus de lignée de travail, d'autres qui sont plus sur la beauté. On va avoir des prédispositions un peu plus d'excitation, etc. Mais comme nous, humains, on a les gènes qu'on a aussi de nos parents. Et pour moi, en fait, un chien, il est stable, et c'est selon ce que tu lui apprends, ce que tu mets en place avec lui, et c'est là où ça évolue en bien ou en mal. Quand on me demande « vous faites tous les chiens ?» je vais dire « oui, je suis pas raciste, donc je fais tout le monde ». J'ai de toutes les races en clientèle. J'ai du Yorkshire, elle est teigneuse, elle peut pas se blairer les autres chiens, c'est ma petite mamie, elle est trop mignonne. J'ai mon gros bosseron de 50 kilos. L'autre fois, j'ai un Jack qui nous aboyait dessus, il s'est caché derrière moi. J'étais « ok, donc c'est pas toi qui vas m'aider », et le petit crotte là, elle voulait mordre mes chaussures en plus, elle était assez virulente. J'ai des croisés, j'ai du berger australien, j'ai du labrador, j'ai un American Bully XL. Donc elle a 8 mois, mais elle est énorme. C'est un amour. Plus en plus, dans mes expériences avec les chiens, j'ai remarqué que les plus sensibles, les plus amoureux sont les molossoïdes. Tout ce que tu peux avoir en pitbull, en boxer, en American Bully, en staff, etc., en rottweiler. Mais c'est des boules d'amour. C'est les plus sensibles. Et c'est ceux qu'on va mettre toujours en devant en disant c'est des chiens dangereux, c'est des chiens méchants. Notre voisin, il en a un. Il a un American Bully. Je sors avec Doug, tu vois, Doug, il aboie en arrivant. Il y a des gens qui passent, donc l'American Bully qui est là aboie.
Mon chien est en bas avec moi, il aboie. Les gens ont pas peur du mien, alors qu'il aboie pas cool. Il regarde l'autre, il fait: «Ah ouais, bah ça, de toute façon, c'est méchant». Et la dernière fois, je me suis permise, j'ai fait: «Vous savez qu'en fait, moi, mon chien vous aboie dessus, mais vous avez rien dit. Là où il vous aboie dessus, c'est lui dont vous avez peur, c'est une boule d'amour. Vous le mettez dehors, il vous aboiera pas dessus. Alors que le mien, oui. Mais c'est parce que le mien, il a une tête de labrador marron chocolat qui est tout chouchou, et l'American Bully qui a une très jolie tête et il est magnifique. Et lui, parce que c'est du coup de la catégorie des chiens méchants. La société a fait que oui, tous ces chiens-là, on les voit comme des chiens méchants. C'est absurde, mais c'est de la méconnaissance. On parle ensuite des besoins fondamentaux du chien, un peu comme notre fameuse pyramide de Maslow, mais version 4 pattes. Suzy nous explique pourquoi ces besoins sont essentiels pour comprendre nos compagnons, mais aussi comment les respecter permet de prévenir bien des problèmes de comportement et surtout en quoi connaître ces besoins et les combler renforce la relation de confiance et de complicité entre l'humain et son chien. Quand je fais des bilans comportementaux, j'essaie de savoir comment ils sont comblés, et souvent quand on a un couac quelque part, bah, ça explique. Le bas de la pyramide, c'est tout ce qui est besoin physiologique, donc les besoins primaires, manger, boire, dormir. C'est quelque chose du coup qui est hyper important. Les chiens errants sont là. C'est-à-dire qu'un chien errant qui ne mange pas, qui boit pas et qui dort mal, mais il va jamais se sentir en sécurité, qui est le second besoin. Donc nos chiens dits de famille, généralement, ils mangent bien, ils dorment et ils ont toujours de l'eau. Leurs besoins physiologiques sont comblés. Mais le jour où ton chien il a un problème alimentaire, et bah demain, tu pourras pas aller lui demander de sortir parce que là, il est pas bien. Il est déjà pas dans son bien-être. Donc quand on a le besoin physiologique qui est comblé, on passe du coup au besoin de sécurité. Ce besoin de sécurité, c'est le sentiment de sécurité, être en confiance à un endroit qui lui est dédié. Ce dont je parlais tout à l'heure, d'avoir un endroit où il peut être tranquille sans que personne ne vienne. Dans l'appartement où on est, Doug, il a son coussin dans le salon, là-bas, au cas où il veut se mettre. Mais si vraiment il veut se mettre au calme, j'ai une cage, toujours la porte ouverte, tu vois, il n'y a pas de porte. Là-bas, c'est sa chambre. C'est-à-dire que si tout à l'heure il se met là-bas, toutes les personnes de l'appart savent qu'on va pas le voir. On va pas lui faire de câlin, on va pas l'embêter. Il veut être tranquille. Ce sentiment de sécurité, c'est aussi d'être en confiance avec les gens qui vivent. Moi, Doug, il a 100% confiance en moi sur plein de choses et il a confiance aux gens que j'emmène à la maison parce que ici, c'est sa zone de sécurité. Se sentir bien sous un toit avec des gens, c'est hyper important pour eux. Le troisième, du coup, point, ça sera les besoins sociaux, le contact avec ses autres congénères, la reproduction, les échanges et activités avec l'humain. C'est en troisième place parce que faut savoir que le chien est un être social, comme nous. Il a besoin de voir d'autres chiens, il a besoin de voir des humains, il a besoin de remplir son quota de sociabilité. Un chien, quand c'est errant, ça vit en meute, en groupe social. Il y aura toujours un qui a un plus grand caractère, un autre qui sera un peu plus timide, un qui sera plus téméraire. Et parce que c'est leur caractère. C'est comme nous, on a notre propre caractère dans notre vie de famille, dans notre groupe social, avec nos potes. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes. Le chien, quand il vit avec nous, bah, il en fait partie. Donc il a son caractère, il est frustré, il est excité. Ça ressemble beaucoup à mon caractère à moi. Et avec d'autres chiens, sa meilleure amie, qui va être un peu plus douce et un peu plus autonome, bah, ils s'entendent super bien avec le chien de ma mère. Ils ont besoin de ça pour communiquer, pour prendre des odeurs, pour être eux, en fait. Avec l'humain, c'est pareil. S'il voit que toi, mais il s'ennuie, il te connaît par cœur, mais rencontrer d'autres gens, voir qui sont les autres, c'est hyper important pour eux. Pour les chiens qui sont entiers et qui ont ce besoin-là, la reproduction est très importante. Donc en fait, quand le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin social est comblé, là on rentre dans celui-là, j'adore, c'est le besoin d'estime. C'est toujours mettre ton chien en réussite, le féliciter, qu'il soit toujours mis en valeur en fait. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Parce que plus ton chien il va être dans la réussite, plus les chances que le comportement se reproduise va augmenter et plus il va gagner de la confiance. Et un chien qui a confiance en lui, qui est autonome, qui trouve des solutions, qui réfléchit, qui fait des choses, mais il n'y a rien de plus beau. Et surtout, ça te renforce un lien avec lui. J'avais fait une communication animale avec Doug quand il était plus petit. Et c'était ressorti chez lui qu'il voulait toujours me faire rire. Et ça se voit tout le temps. Il veut toujours essayer de me faire plaisir, de me faire rire, me mettre bien. Quand des fois je suis pas bien et que je pleure, c'est le premier à venir. Il me saute dessus, il me fait un câlin, il repousse mon mec. Et c'est tout ça en fait, cette relation. Et c'est parce que tout ce qu'il fait est félicité et mis en valeur. Quand ton chien, avec toi, il sait que tout se passe bien, bah là, c'est hyper important, c'est ses besoins d'activité. Je te parlais tout à l'heure des balades, c'est 30 minutes, 1 heure par jour minimum sur un chien adulte. La mastication, ce qu'il est en train de faire, là, il a un onglon qui était fourré, c'est un sabot de veau. Donc moi, je suis très dans le naturel avec mon chien, donc c'est des mastications qui sont naturelles, c'est des peaux séchées, des trachées de bœuf, oreilles de porc, des trucs pas très beaux à voir et ça pue, mais ils adorent.
Tu as les activités alimentaires. Typiquement, les chiens, ils ont un bulbe olfactif hyper important et c'est leur premier sens. Et plus il va être rempli, plus ils vont être apaisés. Pour les aider à renifler au sol, on peut, nous, à la maison, mettre les friandises ou la ration à croquettes dans le jardin. Hop, ils vont sentir, ils vont chercher, renifler. Ils adorent, ils sont faits pour ça. Et toutes ces activités, il faut qu'elles soient adaptées à ton chien, à sa race, à son âge et à son tempérament. Et dans ces besoins d'activité, nous, à la maison, moi, j'ai souvent des jeux qui traînent parce que faire du pouic-pouic, mâcher, etc., c'est hyper important. La mastication qu'il est en train de faire, ça le déstresse. Et en plus, ce qui est super, c'est que ça fait aussi le tartre. Tu as plein d'autres activités. Tu as les tapis de léchage. C'est des tapis où on va mettre de la pâtée dessus, au congèle, on le ressort. C'est frais, ça les occupe. Lécher, pareil, ça les déstresse. C'est beaucoup, beaucoup de choses et des besoins qui sont importants. La plupart du temps, dans mes bilans comportementaux, les problèmes généralement surviennent sur le besoin social, le besoin d'estime et le besoin d'activité. Généralement, parce que toutes les rencontres qu'on génère, elles se passent pas très bien, donc on va le retravailler. C'est souvent l'humain qui appréhende beaucoup, parce qu'il lui arrivait des expériences. Et du coup, je travaille beaucoup avec l'humain. Le besoin d'estime, c'est juste faire tilt en fait à l'humain, lui dire essaye de dire plus oui que non, tu verras. Et le besoin d'activité, parce qu'en fait, beaucoup, j'ai un jardin, ça suffit. Le jardin ne suffit pas. Ah, mais il a une balle, la balle ne suffit pas. Faut des fois réfléchir en tant que chien et plus trop en tant qu'humain. Oui, mais nous, on fait ci, ça va. Oui, toi. Mais ton chien, en fait, c'est un animal qui a besoin d'explorer, un animal qui a besoin de rencontrer, un animal qui a besoin de sortir, de faire des choses de chien, de se dépenser. On arrive à peu près à la moitié de cet épisode, une demi-heure d'écoute passionnante, ça c'est sûr, mais il est grand temps d'introduire la mascotte. J'ai nommé le magnifique Doug, donc ce croisé labrador berger chocolat avec des petites touches de beige crème notamment au-dessus de ses yeux, il est vraiment vraiment magnifique. Donc je vais laisser Suzy parler de son chien évidemment. En tout cas, vous trouverez des photos du sublime Doug sur la version YouTube de notre épisode. Je rappelle juste le nom de la chaîne du podcast, L'écho des museaux, tout attaché. Vous allez entendre que Doug rencontre depuis sa jeunesse des problèmes de santé et que Suzy, qui a à cœur de faire tout ce qu'il y a de mieux évidemment pour son chien, essaye de trouver des solutions pour le soutenir au quotidien. C'est quand même un labrador berger australien. Il a une corpulence où il est plus long que haut, ce qui fait qu'il a des problèmes de santé. J'ai ma meilleure amie qui est ostéopathe, animalier. Elle vient à la maison, elle me dit il y a une sensibilité chez Doug, désolée de te l'apprendre, mais tu as fait une radio. Et du coup, je vais faire une radio et à 10 mois, dysplasie sévère des 2 hanches. Je sais toujours pas si c'est une naissance ou si c'est la maman qui s'est assise sur son bassin. Du coup, tu te prends en fait dans une petite claque en disant bon, en fait, mon chien, il a 5 mois, il a plus de hanches. Il boitait énormément du coup à cette période-là. Le vétérinaire, il te parle d'opération de hanche à plus de 3000 €, la hanche. D'anti-inflammatoires. Et sachant que quand je l'ai récupéré, il était plein de vers. Donc on venait, en fait, ça faisait déjà 6 mois que je faisais des allers-retours chez le vétérinaire, etc. Je me dis, mais ok, j'ai une responsabilité, mais je fais quoi s'il y a une dysplasie pour ma formation, etc. C'était hyper compliqué. Donc d'où pendant un moment, il était suivi veto et ostéo, ça allait, il boitait pas. Il a boité pendant une période, mais après, il boitait plus du tout. Et c'est le genre de chien qui va te sauter un muret, courir de partout, enfin qui n'a aucune sensibilité, entre guillemets. Il fallait pas que j'arrête de faire marcher, etc. Il fallait qu'il se muscle, mais qu'il allait avoir mal toute sa vie. Il a de l'arthrose, très jeune, t'es un peu démuni, donc je fais toute ma formation en me disant bon je le garde un peu comme ça. Et puis après la formation, il sera plutôt au repos. Il avait 1 an quoi. Entre-temps, je parle avec une collègue qui était en formation avec moi qui me dit « Mais est-ce que tu as entendu un médecin qui parle des implants d'or ?» Les implants d'or, c'est comme pour les humains, c'est des petits implants de 2 mm en or qui viennent en fait sur un tourbillon énergétique autour des articulations et du coup lisser les hanches et en fait, ça vient faire anti-inflammatoire. Parce que moi, Doug, j'ai pas voulu le mettre sous anti-inflammatoire dans le sens où il est conscient de son mal. C'est-à-dire, si je fais une balade d'1 h 30, il va être fatigué pendant 2 jours, il a besoin. J'avais peur de le mettre sous anti-inflammatoire, qu'il n'ait pas conscience de son mal et du coup, il fasse toujours plus et que ça le bousille encore plus les hanches, quoi, ça lui fasse encore plus mal. C'est une douleur chronique, donc il a mal depuis qu'il est petit. Donc ces implants d'or, j'en entends parler et par chance, on a une véto-ostéo qui fait ça à côté de la maison. Donc on y est allé, le radiologue qui lui a fait, c'est un radiologue qui fait des radios de hanches mais les plus belles, soi-disant. Ils lui font vraiment une radio où on voit très très bien les hanches, donc les deux sont du dernier stade de la dysplasie. Et lui m'a dit, je ne sais pas comment il marche. Je lui fais, moi non plus. Il me fait, c'est pas grave, continuez. Dans le sens où, allez-y, ne vous arrêtez pas de marcher, ne vous arrêtez pas de tout ce que vous faites, parce que si demain,
il aura des gros problèmes, quoi. Du coup, j'ai fait mes implants d'or. Il a 14 implants d'or. En plus de ça, on se rend compte qu'il a une vertèbre transactionnelle. Alors, pour les vétos, ça leur parle. Pour les gens, ça leur parlera pas. C'est la dernière vertèbre lombaire iliosacrum et elles sont soudées. Donc, en fait, ça lui fait qu'une vertèbre à la fin. Et ça, ce qui fait, du coup, le bassin aussi est douloureux. La hanche est complètement défaite. La hanche droite, elle tient, on ne sait pas trop comment. Et dû à son grand dos, au milieu de son dos, il y a une autre petite vertèbre qui est très douloureuse. Et en fait, j'en parle parce que dans l'éducation d'un chien qui a des soucis de santé comme ça, de la dysplasie, des douleurs chroniques tout le temps, ça joue sur son comportement. Avant les implants, Doug, il ne pouvait pas rencontrer un chien sans conflit. Ils se disent bonjour par les fesses. Tous les chiens qui s'approchaient de sa hanche, de son bassin, il les envoyait paître. Il grognait et il voulait juste lui dire ne viens pas me sentir, ne t'approche pas. Sauf que les autres chiens, ils prenaient ça comme de l'impolitesse, donc souvent, ça partait au conflit. Grâce aux implants, moi, j'ai vu une grosse différence là-dessus. Parce que du coup, ça fait de l'anti-inflammatoire. Maintenant, il se laisse dire bonjour. C'est pas non plus foufou, mais il se laisse dire bonjour et après, il va faire sa vie. Il y a des jours, il a mal. Non, il n'y a pas de chien aujourd'hui. C'est des réflexions aussi pour la maison. Le jour où on va changer de logement, est-ce qu'on prend avec beaucoup d'escaliers? Est-ce qu'on ne prend pas avec beaucoup d'escaliers? C'est toutes ces réflexions-là. La voiture, là, je vais acheter une rampe. Et même s'il a que 4 ans, je fais de la gestion d'un chien senior presque. En décembre 2024, c'était le plus douloureux. Il a eu sa séance d'ostéopathie, ça s'est bien passé, etc. Sauf qu'en fait, il a des contractures à force. Et en fait, quand elle lui a remis un peu en place, du coup, les hanches, etc., pour lui faire du bien, ces contractures-là lui a fait beaucoup, beaucoup mal parce qu'elles étaient trop dures. Mon chien qui, tous les matins, vient me réveiller à côté de mon lit, à taper sa queue contre le mur et me lécher, il se levait plus de sa place. Et quand il se levait, il couinait. Il pouvait pas marcher. Il marchait, il se couchait, il couinait et tout. J'ai dit, oh là là, mais c'est trop triste. Enfin, à 4 ans, là, j'ai un chien qui ne marche plus. Ma copine ostéo me disait, essaye de le masser. Donc, je chauffais un peu les muscles pour le détendre. Donc, un peu, ça allait. Au bout de 2 semaines, il vient pas te dire bonjour dans la chambre alors que ça fait 4 ans qu'il le fait. Enfin, faut que je trouve une solution. Par chance, à côté de chez nous, on a un centre de physiothérapie. Et la physiothérapie, du coup, ça a été le déclic total. On a commencé en janvier par un premier rendez-vous avec la véto où elle voulait savoir tout le passif de Doug, pourquoi il avait mal. Je lui ai ressorti toutes les radios que j'avais, etc. Et là, lui fait un soin énergétique. C'était magnifique à voir avec des huiles essentielles, etc. Elle va vers le cœur, elle dit qu'il y a quelque chose. Et elle me demande s'il n'a pas perdu quelqu'un. Je lui dis non, il n'y a pas d'ami de chien qui est décédé. Ouais, mais il n'y a pas eu quelque chose il y a 1 an et demi. Si, j'ai perdu ma grand-mère et sur le coup, ça a été foudroyant. J'avais pas ce sentiment de gros deuil, mais ça a été très douloureux le jour où j'ai appris que ma grand-mère était décédée. Et elle me dit: «Ah, ça répond au deuil, ça répond à ça, ça répond». Elle m'a dit: «Je pense qu'il a fait tampon de tout ça». Et du coup, j'ai dû un peu le masser à cet endroit du cœur avec une huile essentielle qui était propre à lui. Et derrière, elle a vu la dysplasie, elle a dit: «Oui, du coup, il va falloir faire des séances de physiothérapie». Et la physiothérapie correspond à une méthode de laser qui va permettre de détruire un peu l'arthrose, régénérer les cellules des muscles, etc. C'est super intéressant. Il y a du iMove, c'est une plateforme qui bouge pour muscler ton chien, surtout le derrière. Et une piscine, un peu balnéothérapie, où tu as le chien qui marche sur un tapis de course dans l'eau. Et derrière, nous, à la maison, c'est du massage. Et depuis, du coup, on a commencé en janvier, une évolution de ouf. Maintenant, tous les matins, il redort avec nous, tous les matins, il vient me dire bonjour. Dès qu'on fait une balade, il a moins mal. Il lui faut toujours son temps de récupération. Il aura toujours ses petites douleurs du lendemain, mais beaucoup moins. Ça m'importait de parler de ça parce que d'avoir un chien qui a des problèmes de santé, et encore, j'allais dire, il y a des chiens qui ont des problèmes plus graves, mais c'est quand même déjà, pour moi, c'est très grave pour mon chien. Mais en fait, c'est toute sa vie. C'est un problème quotidien, quoi. Et pour la petite histoire, moi, j'ai des gros problèmes de dos depuis que j'ai 15 ans. Et du coup, j'ai l'impression de connaître parfaitement ce que c'est, d'avoir tout le temps mal au dos, de devoir faire les choses, de devoir se muscler, de devoir faire attention. Je sais que si je fais une bonne rando ou quoi, le lendemain, je suis cassée. Et lui, c'est pareil. Et du coup, j'ai l'impression de partager un truc, pas le plus gai, mais de partager un truc avec mon chien. J'ai l'impression de comprendre et de me dire: «OK, je vais savoir comment t'aider. Je suis pas toi, je sentirai jamais ta douleur et je peux pas résoudre tes hanches, mais par contre, on va te muscler, je vais te masser, on va faire les choses ensemble». Et du coup, ça renforce aussi un autre lien parce que pas tout le monde peut lui toucher les fesses à mon chien. Il a, du coup, cette confiance en moi. On souhaite bien sûr que Doug puisse continuer à bouger le plus longtemps possible grâce à ses traitements et aux bons soins de son humaine. Sur un registre plus léger, vous allez entendre aussi, à travers la prochaine anecdote, que Doug fait honneur à son côté labrador en mangeant n'importe quoi.
On fait une soirée chez mon meilleur ami, un barbecue d'été, etc. Et je rentre pas très tard, machin. Et le matin, je me réveille, je vois un vomi. Mais Doug, comme je te disais, depuis qu'il est petit, il a des problèmes intestinaux aussi. Il a eu beaucoup de verre, etc. Donc dès qu'il y a un petit truc qui lui va pas, il va se purger, il va vomir. Mais c'est des choses, ça m'inquiète pas trop. Et le matin, je vois un morceau d'oignon avec quelques cailloux. Je fais bon, bah, il a bouffé le morceau d'oignon par terre et il le vomit. Pas une heure plus tard, j'entends un vomi, mais je fais mais c'est quoi? Mais plein de gravier. Je fais bon, bah, t'as vraiment mangé trop de gravier avec ce bout d'oignon. Je vais te laisser un peu, je vais suivre et tout. Il dort toute la journée. Et arrivé fin d'après-midi, revomi. Boum, des graviers. Donc je fais bon, allez, j'appelle la veto. Je dis, il m'a fait 2 vomis de machin. Il me dit, d'accord, vous le sentez comment? Je fais, bah, ça va. Et puis, il a fait aussi une selle avec des graviers dedans. Elle fait, bon, bah, peut-être qu'il a dû trop manger de gravier avec l'oignon, pas de souci. Je raccroche, il revomit des graviers. Grande plaque de gravier. Je l'appelle, je lui dis, non, mais là, il vient de revomir. Il fait, bon, bah, ok, bah, venez tout de suite. Elle le scrute, etc. Elle touche, elle fait là, il y a quand même un gros truc. J'ai peur que ça soit un trop gros gravier ou un caillou et qu'il peut se faire une occlusion intestinale. Donc, je vais aller lui faire une radio. Je vais te montrer la radio. La vétérinaire, elle est revenue. Elle m'a dit, jamais vu ça. Donc là, je montre une radio avec la colonne et là, tout ça, tous les points blancs, donc tout l'estomac, tout le côlon, tout ça, c'est des graviers. Ah oui, c'est impressionnant à l'image. C'est-à-dire qu'en fait, il était rempli du gosier presque à son anus, de gravier. Donc elle m'a dit, ok, là, on va tout de suite faire quelque chose parce qu'il peut y avoir une occlusion intestinale. Donc vomitif et laxatif pour qu'il sorte tout. Donc le vomitif, c'était devant chez le veto, elle lui a donné. Je me suis retrouvée avec une bassine en plein milieu d'une place à prendre le vomi de mon chien à chaque fois. J'ai eu 3 jours de sel plein de gravier. Il a tout sorti, il a eu aucune occlusion. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il allait faire? Je suis retournée en voiture chez mon meilleur ami, je suis allée voir et tout un peu de partout parce qu'ils habitent dans un hameau. Je me suis dit, mais c'est quoi ces graviers et tout? Il les a pris où? Et en fait, il a un voisin avec un barbecue extérieur. Je pense qu'il avait fait un barbecue il y a pas longtemps. Il y avait du gras, donc il a dû lécher. Mais je me suis dit, il est quand même assez marteau pour se dire, je vais me remplir tout. Il avait mais presque 1 kilo de gravier. Je dis, mais il a pas pris autant de poids. On arrive, on le pèse toujours. Mais c'était du gravier. Ce qui était hyper drôle, c'est que du coup, je l'ai mis en story sur mon Instagram, etc. Des fois, j'allais en soirée, il y a des gens, ils venaient me voir, ils me disaient, c'est ton chien qui a mangé des graviers? Je suis, mais on se connaît pas. Et il me fait, non, non, mais là, il y a machin qui m'a parlé de ça, mais c'est ouf, t'as pas une photo? Pendant au moins 1 mois, j'ai eu que des gens qui me disaient, mais t'as pas une photo des graviers? Mais t'es sérieux? Et derrière, je me dis, bon, bah, ça va, il va peut-être arrêter de faire des trucs. Il allait remanger des trucs par terre. Je fais, mais t'as pas compris qu'en fait, pour arrêter. Et ça, cette anecdote, elle est géniale. Faudrait que j'imprime la photo. C'est génial cette photo. C'est pour ça qu'il me fait rire au quotidien, mais il me fait des angoisses. Mais le vétérinaire, j'ai des actions là-bas, je pense, à force d'y aller. Et c'est mon gros doudou. Pour ceux qui nous écoutent depuis Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de mettre 5 étoiles par la même occasion. Juste pour vous dire, en plus des photos de ce magnifique chien, vous pourrez trouver aussi sur la version YouTube du podcast la photo incroyable de la radio de Doug remplie de gravier. Allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. On reste dans la santé puisqu'on aborde ensuite un sujet qui n'est pas assez médiatisé à mon sens et qui pourtant peut sauver des vies. Savez-vous en effet qu'il existe des formations au premier secours pour les chiens et les chats? Hémorragie, étouffement, coup de chaleur, arrêt cardiaque. Face à cette situation d'urgence, beaucoup sont démunis, pour ne pas dire paniqués, moi la première. Et c'est là qu'intervient la formation au premier secours canin et félin, que Suzy a suivi, et qui permet de reconnaître du coup les signes de détresse, à réagir sans paniquer et à appliquer les bons gestes en attendant les soins vétérinaires. Vous allez l'entendre dans le témoignage de Suzy, que même si ce sont des premiers secours canins et félins, ça peut aussi permettre de secourir d'autres animaux. Donc c'est une formation sur 2 jours en présentiel. Moi, je l'ai faite sur Lyon. Donc hyper intéressant. Elle te montre vraiment tout. Ça soit de la blessure, de l'étouffement, un arrêt cardiaque, une piqûre, tout. Les premiers secours, donc du moins faire un certain bandage, comment faire une attelle, si les viscères sont sortis parce qu'il s'est fait viscérer par quelque chose, comment arriver à tout protéger pour le temps de l'emmener chez le vétérinaire. Comment faire une muselière avec un lacet, enfin tout ça, c'est hyper intéressant et hyper important dans nos métiers parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec nos chiens, avec des chiens de clients, avec un animal que tu as croisé dans la rue, un chat qui s'est fait cartonner devant toi et que tu veux essayer de sauver, c'est toujours intéressant. Donc le premier animal que j'ai entre guillemets un peu sauvé, c'est une chèvre.
J'en rigole un peu parce qu'avec le temps, ça me fait marrer, mais sur le coup, je ne rigolais pas. Je devais faire une balade sociale avec Doug pour qu'il se fasse garder. Donc j'étais avec un collègue, ça se passait super bien. Il avait son chien et une autre chienne qui gardait. Tout se passe bien dans la balade et on arrive vers la fin. Donc Doug était resté avec nous et ses 2 chiens sont partis. Et là, on entend un bruit. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Je fais purée, il y a une chèvre qui est là-bas avec des chevaux. On a couru et en fait, la chienne qui gardait était en train de tirer la chèvre. Donc lui, il a réussi à passer par-dessus, à reprendre le chien. Donc on a ramené les chiens à la voiture. Je lui ai dit, non, par contre, il faut qu'on revienne. Elle pisse le sang. Donc je laisse pas un animal. Et puis on va essayer de trouver les gens à qui ça appartient. Sauf que ici, en fait, la maison est toujours plus loin que leur enclos où il y a les animaux, etc. Donc, nous pensons bien faire, on grimpe par-dessus la barrière, on essaie de choper la chèvre, sauf qu'elle veut pas se faire choper, elle boite, ça pisse le sang. Là, je vois une voiture arriver en furie, je suis ah bah tant mieux, il y a la propriétaire qui arrive. Elle nous a grondé, mais comme pas possible, mais en même temps, c'est normal. Elle nous dit, mais vous faites quoi dans mon terrain? Qu'est-ce que vous faites avec ma chèvre? Elle a 12 ans, vous pouvez lui faire une crise cardiaque, c'est hyper fragile. Moi, j'étais avec ma petite mallette de secours. Je dis désolé, franchement, on est désolé, mais en fait, on faisait une balade, on a un chien qui a fait ça, on a voulu la protéger, on est vraiment désolé. Avec son fils, elle rentre dans l'enclos, elles essayent de choper la chèvre. Donc on a mis hyper longtemps à la rattraper et tout le long en fait après elle s'est excusée. On lui a dit mais vous n'avez pas besoin de vous excuser de nous avoir crié dessus, c'est normal. Enfin moi vous êtes dans mon terrain à moi en train de courir derrière ma chèvre. Pareil, je vais furieuse. Et elle nous explique qu'en fait, c'est pas la première expérience. En fait, elle a déjà eu des gens qui sont venus dans ses terrains, monter sur ses chevaux, mettre des enfants sur sa chèvre, enfin, de l'irrespect total. Elle nous raconte plein d'expériences. On était, mais c'est normal que vous vous êtes dit, qu'est-ce que c'est qu'encore ces personnes qui vont faire du mal à mes animaux? Elles ont mis grave longtemps à récupérer la chèvre parce qu'elle avait très peur, elle courait de partout. On a mis plus d'1 heure. On a réussi à la stopper et là, j'ai pu mettre tous les produits, désinfection, etc. pour voir. Donc, elle avait un petit trou. La veto est venue le lendemain parce qu'elle n'était pas disponible. On a eu le retour, donc la chèvre allait très bien. Je crois qu'elle a eu un point et puis voilà. Maintenant, j'en rigole un peu parce que de me revoir courir après la chèvre, tout ce qu'on s'est dit après, parce que du coup, on a beaucoup parlé avec cette dame qui est très sympa. Mais oui, ça reste une anecdote assez particulière, mais voilà, un de mes premiers soins. Pas canin, pas félin, Donc quoi, ça sert aussi pour d'autres espèces. C'est des bons gestes. C'est ça qui nous explique aussi, c'est que si demain c'est un furet, c'est un blaireau, en fait, on sait tout faire. Donc je lui ai fait un jour parce qu'il creuse tout le temps dans les champs. Et l'ergot intérieur de la patte s'était déchiré l'ongle. Et du coup, il y avait plein de sang de partout. Et là, j'ai réussi à lui faire le pansement de la patte sans qu'il soit trop gêné. Bon, lui, il enlève tout parce que c'est Doug. Je trouve ça super. Je pense que, parce que là tu dis je le fais parce que dans mon métier et tout ça, mais en fait ça pourrait être ouvert à plein de gens de faire ça. Effectivement, pas besoin d'être un professionnel canin ou félin pour faire cette formation, mais toute personne intéressée peut la suivre. J'ai même lu que des mineurs à partir de 12 ans peuvent la suivre avec une autorisation parentale. Donc c'est une formation en présentiel, ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, il existe même des sessions en ligne. Et personnellement, moi ça m'a juste donné envie de le faire dans un futur proche. Déjà pour mieux savoir réagir avec mes animaux ou ceux de mon entourage dans une situation d'urgence, ça peut quand même faire la différence. Ça peut aussi servir avec d'autres animaux qu'on pourra rencontrer autour de nous, Suzy l'a dit, dépanner la petite faune sauvage ou intervenir si un animal s'est fait renverser devant nous. Je pense que c'est quand même hyper important. Je précise, cela dit, que cette formation est encadrée par le Code rural et précisément son article L243-1 qui stipule que les premiers secours canins et félins ne peuvent en aucun cas se substituer aux soins vétérinaires. Et pour conclure cet épisode passionnant sur les chiens, une dernière thématique qui tenait beaucoup à cœur à Suzy, qui voulait nous parler du MFEC, qui est le mouvement francophone des éducateurs canins en méthode positive. Donc en fait, c'est une association qui a été créée en 2006 par une éducatrice spécialisée en rééducation comportementale. Et aujourd'hui, c'est aussi tout un réseau de professionnels canins engagés autour d'un même principe, c'est d'éduquer dans le respect du bien-être animal. Je vais la laisser justement vous en dire plus sur cet assaut, mais sachez que tout le monde peut soutenir le MFEC, même sans être un professionnel. Si vous avez un chien ou vous êtes simplement sensible à une meilleure cohabitation humain-chien dans la société, à une éducation plus respectueuse, etc., n'hésitez pas à aller voir leur site www.mfec.fr. Je remettrai le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, on a différentes éducations. La traditionnelle qui existe depuis très longtemps, c'est où on va utiliser des outils coercitifs, des colliers étrangleurs, des colliers électriques, des choses comme ça pour en fait venir jouer sur le comportement, mais on va venir jouer sur le comportement par de la peur, par de l'inhibition, par des choses. En fait, on n'est pas sur, comme j'explique depuis le début, sur de l'émotion, sur l'association positive, sur comment réellement le chien, lui, apprend, comprend le monde dans lequel il vit.
Nous, on se base sur des faits scientifiques, on se base sur des gens qui se sont battus, qui ont mis en place, qui ont vu, qui ont analysé, qui ont observé les chiens pour connaître comment les choses fonctionnent réellement chez eux. Le coercitif traditionnel, c'est ce qu'on peut voir. Je te tape dans le museau, je te mets une tarte parce que tu as mal fait, je te tire un grand coup dans le collier. Ça existe de partout. On en voit de partout. J'en vois dans la rue, j'en vois tous les jours. La maltraitance, clairement. Et du coup, il y a des mouvements, comme le mouvement francophone des éducateurs de chiens de compagnie, le MFEC, qui est une association de professionnels de l'éducation canine en méthode amicale et positive. Donc moi, au début, j'ai juste adhéré parce que du coup, ça permet de, soutenir une association qui veut faire évoluer les choses et qui veut montrer qu'en fait, les méthodes bienveillantes, ça fonctionne énormément et de respecter l'animal, il n'y a rien de mieux. En fait, c'est comme ça qu'on crée du lien, que notre chien, il est bien dans ses pattes et qu'on a peu de problèmes de comportement. De deux, ça permet d'être référencé. Clairement, faut pas venir adhérer pour être référencé, pour avoir des clients. C'est pas ça qu'il faut chercher en étant dans le MFEC. C'est plus de soutenir une cause, en fait. Et du coup, moi, j'ai commencé à être adhérente certifiée. Donc, j'ai mon petit logo. Il y a eu un congrès l'an dernier, en 2024. J'y suis allée, mais c'était magnifique. Il y a eu plein d'interventions de professionnels dans la méthode bienveillante positive. Ouais, des éducateurs, des formateurs. On a eu même des élevages. On a eu des ostéopathes. On a eu des clubs canins, parce qu'on fait beaucoup la guéguerre au club canin, mais il y a des moniteurs qui veulent bien faire les choses aussi. Il ne faut pas non plus toujours être contre et dire que les gens, s'ils ne sont pas éducateurs diplômés, ils ne sont pas bien. En fait, on essaie tous aussi de faire comme on peut. Tant qu'on ne fait pas de mal à l'animal et qu'on respecte les besoins, moi, je ne vois pas de problème. Et en fait, après ce congrès, demandait en fait des gens pour être dans le CA. Et pendant ce conseil-là, il y avait des élections pour faire partie du bureau, et du coup, je fais partie du bureau. Et c'est pour ça que ça me touchait vraiment d'en parler, parce que c'est pas qu'une association qui va dire tiens, tu veux un éducateur canin. Non, en fait, derrière, on a beaucoup de commissions qui font beaucoup de choses. On a des commissions juridiques pour faire bouger les choses un peu plus au niveau du gouvernement, d'interdiction des outils coercitifs. On a des commissions animation pour montrer comment on travaille en méthode positive. On a des commissions partenariat, parce que trouver des partenaires avec qui on peut faire évoluer les choses, c'est hyper intéressant. Typiquement avec des marques de friandises naturelles, avec des outils, des matériels, un peu tout. Et en fait, toutes ces commissions-là, ça a fait bouger beaucoup de bénévoles. On est tous bénévoles. Et c'est juste montrer qu'en fait, arrêtez d'être dans la maltraitance avec vos animaux pour qu'ils vous écoutent. Vous créez rien, vous êtes juste en train de dénaturer un animal parce que vous êtes humain et que vous devez être dans le contrôle et dans la dominance. Alors qu'en fait, si on se met juste un peu plus en être social et on regarde comment évolue un chien et comment il fonctionne, déjà, il n'y a rien de plus intéressant d'observer son chien, de le lire, de voir comment il sait communiquer, dire non, dire oui. Et en fait, c'est pas pour autant que l'animal est roi, que l'animal est au-dessus, parce qu'il y a des préjugés. Bah ouais, mais du coup, le chien, il vous domine, il est sur le canapé avec vous, il vous domine. Moi, mon chien, il ne domine rien du tout. C'est juste un être qui vit avec moi. J'ai accepté qu'il monte sur le canapé, j'aurais pu très bien dire non, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui passent de la maltraitance, des gens qui éduquent d'une façon traditionnelle, c'est ceux qui ont le plus de vues, mais c'est ceux qu'on met beaucoup plus en avant, alors que la personne qui fait de l'éducation positive, de la prévention, qui fait des choses, elle, en fait, on ne partage pas, on ne regarde pas. Mais regarde comment il fait du mal, etc. Mais montre comment on fait bien. C'est comme ça qu'on fera évoluer les choses aussi. Ce mouvement-là associatif, c'est hyper intéressant. Et puis, il propose, en fait, si toi tu cherches des formations, etc., il te propose pas mal de formations qui ont été validées et qui sont dans le positif pour te former encore plus. Il te montre des actualités. Et quand on en fait partie, d'autant plus moi maintenant qui ai mis le nez dedans, je vois en fait la portée que ça peut avoir et que ça devrait avoir et qu'on essaye d'avoir de plus en plus. Je te laisse le mot de la fin. Je dirais, amusez-vous avec votre chien. Amusez-vous dans l'apprentissage, dans ce qu'il veut. Regardez-le, suivez-le. Ne serait-ce en balade, regardez où il veut aller et suivez-le. C'est trop bien parce qu'il a le choix. Vous lui laissez le choix de faire les choses et on laisse très peu le choix aux autres. Et un autre conseil, si vous allez à un endroit et vous vous demandez si vous prenez votre chien, ne le prenez pas. Si vous allez à un barbecue chez des amis et que vous savez qu'il va y avoir du bruit, des choses et vous n'avez pas envie, c'est pas grave. S'il gère la solitude, laissez-le à la maison. Vous lui mettez une mastication, quelque chose. Vous savez qu'il peut rester tant d'heures, laissez-le à la maison. Vous savez que vous allez à un repas de famille, il va y avoir des enfants et que vous n'avez pas envie, laissez-le à la maison. C'est pas grave. Votre chien, des fois, il est mieux seul, chez lui, en sécurité, que dans des espaces qu'il ne connaît pas, avec du bruit et des gens. On aimerait tous le chien idéal qui va se poser dans un coin et qui va pas embêter les gens, mais votre chien, est-ce qu'il sera vraiment bien à cet endroit-là? Moi, personnellement, mon chien, il passe beaucoup plus de temps à la maison quand je sors, parce que c'est pas le chien idéal, dû à sa dysplasie.
Et le bruit, je vois pas pourquoi j'emmènerais un chien où il y a beaucoup de bruit, on est enfermé dans une maison. Je sais pas pourquoi j'emmènerais un chien à un endroit où il y a des enfants qui courent, il peut se faire bousculer. Je préfère qu'il soit tranquille à la maison, il aura eu sa grosse sortie de la journée, il aura ses besoins comblés, et il reste à la maison, il va dormir, et quand je rentre, il sera très bien, et le lendemain, je repasserai un moment avec lui. Vraiment, réfléchissez à qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Et si la solitude n'est pas gérée, vous avez des professionnels qui peuvent venir le garder, des pensions, vous avez beaucoup de solutions autour de vous. Merci beaucoup Suzy pour ton témoignage. Merci à toi Marine pour cette opportunité, cette confiance. C'était un très bon moment passé ensemble à discuter de tout ça et j'espère que ça pourra permettre à d'autres personnes de trouver des solutions pour aider leur chouchou. Éducation bienveillante, balade collective de sociabilisation, actu, événements canins. Si vous souhaitez en découvrir plus sur l'activité de Suzy et de WellDog, rendez-vous sur www.well-dog.fr. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant en allant voir son site internet, c'est la prestation conseil à l'adoption, donc avant l'arrivée du chien, pour discuter déjà de quel chien choisir, que ce soit dans un élevage, mais aussi bien évidemment dans un refuge. Préparer son arrivée, gérer les premiers temps du chien dans son nouvel environnement. Et voilà, je trouve que c'est un accompagnement particulièrement pertinent qui permet de se poser toutes les bonnes questions en fait avant de se dire mais est-ce que je suis tout simplement prêt à prendre le chien? Je vous laisserai découvrir tout ça. Suzy fait également beaucoup vivre son compte Insta, où elle partage sa vie quotidienne d'éducatrice canine, les chiens avec qui elle travaille, les programmes proposés selon les chiens et leurs problématiques. Et c'est vrai qu'on y voit la diversité des races dans sa clientèle. Je précise qu'il y a aussi des photos et des vidéos du beau Doug. Il y en a une qui a été publiée pour ses 4 ans au début d'année, où on voit des vidéos de Doug chiot et il est juste mais à croquer. J'ai eu du mal à me défaire de la vidéo, je vous avoue, je l'ai regardée plusieurs fois de suite. Donc je vous laisse aller voir de vos yeux. Le compte Insta de Suzy, c'est welldog_éducation. Pour contacter Suzy, vous pouvez passer par son compte Insta ou sa page Facebook, que je mettrai dans les notes de l'épisode, ou par email welldog.education@gmail.com. J'espère que cet épisode 100% chien vous aura passionné et j'ai envie de conclure avec la citation de l'américaine Karen Prior, qui était biologiste du comportement à la renommée mondiale et l'une des pionnières de l'éducation bienveillante de tous les animaux, d'ailleurs pas que les chiens, dans les années 60. Choisir l'éducation par le renforcement positif, c'est choisir de vivre avec l'autre pour le meilleur et non pour le pire. C'était un épisode de L'Écho des Museaux, un podcast imaginé et réalisé par Marine Coez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute précieuse. J'espère que ce podcast vous donne envie d'agir à votre niveau, car chaque action peut faire la différence pour un monde plus bienveillant envers toutes les espèces animales. Si l'épisode vous a plu, merci d'en parler autour de vous, de laisser des étoiles, des pouces en l'air, un gentil commentaire et de vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez être l'invité de ce podcast, ou connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, ou me suggérer une thématique pour un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter à lecodemuseau@gmail.com. Vous pouvez également suivre ce podcast sur les réseaux sociaux. À bientôt!